Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Maud Rieux, c'est moi qui vais faire l'animation de ce webinaire aujourd'hui. Je suis journaliste et donc je remercie déjà de m'avoir proposé d'animer ce webinaire qui est organisé en collaboration donc avec tous les réseaux régionaux de recherche de Nouvelle-Aquitaine. Aujourd'hui, on va donc évoquer ce que l'IA change dans les pratiques de recherche. Et je dis bien évoquer parce que le sujet est assez vaste, assez riche. Et malheureusement, on n'a qu'une heure pour l'aborder, une heure pile. Donc voilà, il va falloir qu'on soit très efficace. Donc on a décidé dans une première partie de voir comment l'IA révolutionne le monde de la recherche. Ensuite, on va aborder la question des limites et de l'éthique que l'utilisation de l'IA soulève. Et on abordera ensuite la question de la réglementation. Et à la fin de ces échanges, il y aura un petit temps de questions-réponses. Donc surtout, il ne faut pas hésiter à poser des questions dans la conversation. Voilà. Soit on coupe la conversation si c'est vraiment une question de réaction à chaud, ou alors on traitera vos questions à la fin des échanges. Ce webinaire propose un regard croisé entre Sophie Alma de Lettres, bonjour Sophie, et Xavier Blanc, bonjour Xavier. Et Bonjour pour Maud. les présenter, j'ai demandé à une IA de rédiger une courte biographie de chacun. Voilà, j'ai fait le test. Voilà ce que ça donne. Sophie Alma Delettre est maîtresse de conférences en droit privé à la faculté de Bayonne. Chercheuse au sein du réseau EDAP, elle décrypte les dynamiques de la transition numérique à l'échelle européenne. Son analyse juridique sera déterminante pour structurer la réflexion autour de l'éthique, de la responsabilité et de l'intégrité scientifique face aux disruptions de l'IA. Et Xavier Blanc est professeur d'informatique à l'Université de Bordeaux et depuis mars 2026, vice-président en charge de l'intelligence artificielle, membre de l'Institut universitaire de France. Cet ancien directeur du Labri consacre ses travaux de pointe au génie logiciel et aux agents autonomes. À la convergence de l'excellence scientifique et du pilotage institutionnel, il orchestre aujourd'hui les mutations stratégiques et pédagogiques que l'IA impose au monde universitaire. Ma première question, elle va donc être assez simple. Est-ce que ces présentations vous vont? Est-ce que vous êtes satisfait par ces présentations? Rédigées par IA, hein, je le répète. Je ne sais pas qui veut Alors, commencer. oui, C'est bon, il n'y a pas, oui, il oui, y a- il y a pas eu de mensonge, en tout il n'y cas. avait pas de mensonge, c'était très, très joliment tourné, on va dire. Voilà. Malheureusement, Effectivement. c'est très joliment tourné. Bon, on va y revenir, mais c'est vrai que c'est très bien fait. Il n'y a pas d'hallucination et c'est assez à jour. Bon, ben voilà. Écoutez, au moins, ça nous permet de rentrer directement dans le vif du sujet. Et on va progressivement avancer donc, dans ce sujet. Je voulais d'abord savoir, vous poser la question à tous les deux, est-ce que vous sauriez me dire si vous vous souvenez du moment où l'intelligence artificielle est entrée dans vos pratiques ou dans vos champs d'observation et de quelle façon? Je ne sais pas lequel des deux a envie de répondre en premier à cette question. Je peux répondre parce que je vais peut-être être plus succincte. Bon, pour ma part, donc, comme l'a dit Lia, je travaille en droit du numérique. Je crois que j'ai écrit mon, ça va pas me rajeunir, mais je crois que j'ai écrit mon premier article sur le droit du numérique en 1999. L'IA va arriver bien plus tard, et bien sûr, et je pense que j'ai commencé à travailler à ce que ça devienne un champ d'observation peut-être en 2016-2017, quand on Mhm. a commencé à avoir les premières chartes éthiques qui ont été publiées, qui ont été réfléchies avant les négociations sur le règlement sur l'intelligence artificielle. Enfin, voilà. Donc à peu près, l'IA est rentrée dans mon champ de recherche à peu près il y a presque 10 ans, on va dire. Mais par contre, pour ce qui est de ma pratique, on sait que les pratiques, comment on se sert de l'IA dans notre recherche, ça diffère beaucoup d'une discipline à l'autre. Mhm. Et la matière juridique n'est pas celle qui est la plus directement impactée. Donc pour moi, ça reste un assistant, mais ça ne dépasse pas le stade de l'assistance. Voilà. Et Contrairement à oui, d'autres effectivement pratiques où ça on le verra plus tard. Xavier, est-ce que vous vous souvenez justement de cette première fois avec l'IA? oui, oui, c'est marrant parce que je vais pas être très original. Un peu comme Sophie, au siècle dernier, j'étais à la fac et j'avais un magnifique cours sur les réseaux de neurones. Et à cette époque, j'ai décidé de faire autre chose que des réseaux de neurones. C'est assez marrant. Et puis après, la carrière aidant, continuité du parcours universitaire, j'ai recroisé l'IA, oui, il y a 10 ans à peu près.
Et puis un souvenir beaucoup plus précis, il y a 4 ans, Microsoft me propose d'être un des bêta-testeurs de son outil. Et là, eh ben, je prends une petite claque en me disant, ah oui, quand même. Donc, depuis ouais, 5 ans, je me suis beaucoup plus focalisé à cette discipline. À tel point que c'est devenu maintenant votre cœur d'activité finalement. Exactement, Très c'est bien. ça. On a parlé jusqu'à maintenant d'IA au singulier, mais on devrait plutôt dire les IA, si on devait être exact. Quand on parle d'intelligence artificielle dans la recherche, on parle de quoi exactement? Oui, je vais commencer à Oui, on répondre à s'est cette dit, question. je vais le préciser, c'est que Xavier va beaucoup intervenir sur la première partie et Sophie viendra plutôt dans un second temps, tout ce qui est la réglementation. Voilà. Donc, Toute transparence. Donc oui, il y a plusieurs IA, il y a plusieurs façons de faire de l'IA. Je pense qu'on va rapidement tourner vers l'IA générative ou les agents, hein, ce qui nous anime aujourd'hui. Et puis, il y a différents usages de l'IA. C'est ça aussi qui est important. Donc, on va se concentrer sur les usages des IA en recherche. On peut voir, j'ai envie de dire, deux faces. Une face, on peut voir l'IA en tant qu'objet de recherche, c'est-à-dire que j'étudie une problématique et je vois comment l'IA rentre dans cette problématique de recherche. Et là, on voit qu'il y a eu une révolution. Il y a certaines disciplines qui ont été fortement impactées, c'est-à-dire que les nouvelles technologies à base d'IA ont complètement révolutionné ces champs disciplinaires. Je parle de la reconnaissance d'images, je parle du traitement naturel des langues et d'autres champs disciplinaires, hein. À l'université, il y a eu beaucoup, beaucoup de domaines disciplinaires qui ont été impactés. Et puis après, il y a quelque chose aussi de nouveau, c'est comment on peut utiliser ces outils modernes de chat dans nos activités de recherche. Est-ce qu'on peut utiliser une IA pour faire un état de l'art, pour aller chercher de nouveaux articles, pour écrire une introduction, pour faire un résumé d'un papier de recherche et comprendre ce qu'il se dit. Voilà, donc c'est deux usages complètement différents. Un où on va vraiment utiliser l'IA comme objet de recherche, et l'autre où on va plutôt utiliser l'IA comme un outil support à nos activités de recherche. et en ce qui concerne la recherche en particulier, il existe des outils qui sont vraiment très spécifiques. Là, vous m'avez parlé par exemple, hein, c'est un parmi tant d'autres, du Stanford Paper Review, qui permet, alors je ne vais peut-être pas le dire ici, peut-être qu'il y en a qui ne sont pas au courant, mais de soumettre en fait une publication à l'IA qui va faire des premiers retours pour permettre d'améliorer sa version avant de soumettre cette publication à des humains. Ça, c'est quelque chose qui est très spécifique du coup à votre domaine et qui concerne pour le coup tous les secteurs de la recherche. Exactement, voilà. Donc il y a des outils qui sortent. Oui, c'est vrai que lorsque nous nous étions croisés, j'avais donné cet exemple d'un outil qui permet d'envoyer un article en cours de rédaction et puis qui se propose de vous fournir 3 revues de votre papier, comme lorsqu'on soumet un article dans une conférence ou dans un journal, et qui va simuler le travail des reviewers et vous donner des commentaires. Je l'ai appliqué. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas tout, c'est pas mal. Donc voilà, à tel point que maintenant, dans la plupart de nos revues et de nos journaux, lorsqu'on est reviewer, on a l'interdiction souvent d'utiliser un outil d'IA pour faire nos revues. Donc ça veut dire que ces outils sont là, ils sont accessibles et ils permettent de réaliser certaines tâches que nous faisons lors de nos activités de recherche. Oui, il y en a plein d'outils comme ça qui commencent à popper. Et contrairement où il y a 3 ans où on pointait leurs erreurs très rapidement au bout de ligne, aujourd'hui, force est de constater que bah, la qualité est assez présente. Et ça ne fait que commencer, j'imagine. Et quand on se renseigne sur le sujet, bah alors les exemples maintenant sont très nombreux, le nombre d'articles qui paraissent dans des médias généralistes sur le sujet sont très nombreux. Je vais citer quelques extraits d'un article qui est sorti dans Le Monde, daté du 25 mai. Il y a eu tout un dossier sur tout ce que l'IA a déjà révolutionné dans la recherche scientifique. Donc là, c'était vraiment sur la partie scientifique. Je ne vais pas pouvoir tout lire parce que c'est très long, mais j'ai noté quelques citations de chercheurs qui travaillent donc à Sorbonne Université. Il y en a une qui dit l'IA a changé ma vie. Une autre qui dit en une nuit, une IA fait le travail qui prenait 45 mois jusqu'à maintenant. Un autre professeur dit aussi ça change vite, la période est un peu folle, les gens s'en emparent et ça devient un collaborateur avec qui on discute. C'est vertigineux. Tous les deux, est-ce que vous partagez cet enthousiasme? Moi, je, Alors, je vais peut-être. Vas-y, Sophie, vas-y. bon, je vais juste peut-être moi rebondir sur la dernière phrase, cette idée de collaborateur, moi qui me fait peut-être un petit peu plus bondir.
parce que c'est vrai qu'on a tendance avec les IA génératives, on a tendance à personnifier la relation qu'on a avec des systèmes algorithmiques, si on peut dire ça comme ça. Et cette personnification, c'est une source effectivement de problèmes, parce que c'est un outil formidable, c'est sûr, mais c'est un outil. Alors, sauf à considérer que ses collaborateurs sont des outils, et j'espère pas que c'est le cas. Sinon, il faut faire la part des choses, ce n'est pas un collaborateur. Ça reste de l'ordre de la machine et il faut garder sa distance avec. Voilà, moi, c'est Ce la, qui la n'est réflexion que ça m'inspire, juste ce mot de collaborateur qui m'a pas toujours chatiné. évident, parce que c'est vrai qu'on peut avoir toute une conversation poussée finalement avec une IA. Passe maintenant le test de Turing, c'est-à-dire qu'on peut se poser Voilà. la question de savoir s'il y a une machine derrière. Oui, c'est impressionnant. Je ne sais pas quel terme utiliser, vertigineux, impressionnant, ça va vite. Voilà, donc au début, on regarde, on est peut-être un peu surpris, et puis on doute, et puis on se dit ah, finalement ça marche, et ça pose plein de questions, et je pense que c'est le sujet du webinaire d'aujourd'hui, c'est-à-dire comment on l'utilise. Est-ce qu'il faut faire tout et n'importe quoi? Évidemment, la réponse va être non, mais je pense qu'on va, on va préciser un peu mieux ces éléments de réponse. Mais oui, il y a quand même un petit côté magique, impressionnant que ça fasse ça, et un côté vertigineux, j'aime bien, parce que ça donne un peu le tournis, ça va tellement vite que, il y a des choses qu'on disait il y a 2 mois, on les voit plus. Voilà, et puis des risques qu'on voyait quelques mois, là, on se rend compte qu'ils sont vraiment importants et qu'il va falloir faire des choses. Donc, vertigineux, c'est peut-être le bon terme. Mais après, sur le gain de temps, enfin, moi, je trouve que cet exemple d'un chercheur qui dit en une nuit, une IA fait ce qui prenait avant 45 mois. euh, voilà, on se dit, mais finalement, c'est quand même assez exceptionnel. Alors, sur la productivité, c'est vraiment sujet à débat. Il y a des mesures qui existent sur certaines tâches. Il y a des benchmarks qui sortent pour des tâches vraiment précises. Oui, là, on peut parler de gain de temps. Certains usagers, et enfin, je peux en faire partie aussi, par moment, on se dit, ah, c'est dingue tout ce que j'ai réussi à faire en peu de temps. On a vraiment parfois l'impression de gagner du temps. Mais après, quand on mesure objectivement sur vraiment des projets, sur du temps long, c'est pas encore établi. Voilà. Donc, faut se méfier un petit peu entre le côté vraiment impression subjectif. On a l'impression parfois de gagner du temps. À long terme, est-ce qu'on ne perd pas? Est-ce qu'on perd pas d'autres choses aussi? Ça, c'est des questions qui restent pleinement sur la table. Et en tout cas, il n'y a pas d'éléments tangibles qui permettent de dire oui, on gagne du temps. C'est pas, enfin, voilà, on peut pas l'affirmer aujourd'hui. Est-ce que vous, par exemple, dans vos travaux de recherche, il y a quelque chose que l'IA a pu faire qui vous a permis de débloquer quelque chose sur lequel vous butiez? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez un exemple concret justement On ne vous jugera pas hein, aujourd'hui. Non, non, bien sûr, oui, bien sûr. Moi, je l'utilise pas mal en ce moment pour faire les états de l'art. Mais encore une fois, c'est pas un usage que je vais préconiser. Je parlais à titre personnel. Je l'utilise pas mal pour faire des états de l'art parce que les IA que j'utilise sont venues vraiment très fortes pour aller chercher des papiers récents, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Donc, en discutant en discutant avec ce chat, là, on peut affiner ses questions, préciser ce qu'on cherche. On peut dire, voilà, je cherche un papier d'une bonne qualité, plutôt dans telle revue ou tel journal ou telle conférence, sur tel champ, etc. Un peu comme j'aurais fait une recherche Google il y a quelques années. Et là, ouais, là, ça m'aide. Maintenant, ça n'enlève pas des questions. Est-ce que je vais pas avoir certaines références qui vont être occultées? Est-ce qu'on va pas me mettre devant moi des références qui sont privilégiées lors d'un apprentissage, etc., etc. Donc, faudrait pas que ça se substitue à mon travail. Je l'utilise, je gagne un peu de temps par rapport à une recherche avant, mais voilà, je peux pas dire que ça m'enlève complètement ce travail-là. Ça, c'est sur le côté usage du chercheur, pas le côté objet de recherche. Bien sûr. Vous m'avez fait une transition magnifique vers la deuxième partie donc, de ce webinaire sur les limites de cet usage. La question, la première, elle va être simple, hein. Où est-ce qu'on place la limite entre assistance et délégation? Ah, personne Sophie, je n'a te envie laisse de répondre. démarrer ou tu veux que... Oui, je peux Vas-y. démarrer. Je peux démarrer. Où est-ce qu'on place la limite entre assistance et délégation? Bon, on va dire que euh, la délégation, c'est quand on perd la maîtrise.
Voilà, c'est le critère qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on doit garder la maîtrise de sa recherche. Et donc, à partir du moment où il y aurait une phase, une étape dans son processus de recherche qu'on ne maîtriserait plus, parce que trop délégué et du coup euh, quelque chose que l'on ne vérifie pas derrière, là déjà on est dans un usage qui devient problématique parce que le chercheur perd sa crédibilité scientifique aussi. Donc ça, c'est pour moi la chose importante, c'est garder la maîtrise des résultats. Et ensuite, la deuxième chose, ça va être de garder son esprit critique, de Mhm. toujours garder son esprit critique, parce que on va avoir quand même une tendance à considérer que les résultats qui sont donnés par l'intelligence artificielle sont fiables, qui sont complets, comme me disait Xavier. Il faut quand même aller vérifier si tout a été, si les données qui nous sont proposées sont exhaustives. Donc, est-ce que c'est complet? Est-ce que c'est fiable? Est-ce que c'est neutre? Est-ce que le principe de neutralité est respecté? Donc, Mhm. garder toujours son esprit critique. Et ça, c'est quelque chose qui a été aussi pas mal documenté, ce qu'on appelle les biais d'automatisation, c'est-à-dire que l'on finit par faire plus confiance à la machine qu'à son propre jugement sur son champ de recherche. Donc, à partir de là, je pense que l'usage est problématique. Donc, être capable de mm, garder la maîtrise, être capable de refaire le cheminement pour expliquer le résultat de sa recherche, Mhm. garder un esprit critique, être capable de remettre en cause le résultat et d'être plus sûr de son propre jugement que du résultat de la machine. Ça me paraît la base d'un chercheur qui a une approche saine de sa relation avec l'IA. Mais ça paraît presque évident finalement, parce qu'on se dit que tout chercheur doit quand même maîtriser sa recherche. Donc, est-ce que c'est nécessaire quand même de le rappeler? Eh ben, pour moi, je dirais que oui, parce que comme on disait, les résultats vont très vite, on peut être bluffé par des résultats et se reposer en fait facilement sur le système. Donc, hum, ça me semble essentiel de toujours, enfin, de réutiliser une partie de temps qu'on a gagné en amont pour consolider les résultats en aval, en fait. Mhm. Voilà. Donc, c'est un glissement peut-être du rôle du chercheur qui est en train de s'opérer, Ah oui, assurément, assurément, oui. Mm. qui est déjà Ouais, vraiment très présent. qui est déjà à l'œuvre. Ouais. Qui est déjà à l'œuvre, il faut s'en méfier. Non, Sophie, elle a complètement raison. Il faut garder la maîtrise, mais voilà, il y a une tentation parfois. On peut donner des exemples concrets. Je suis en train d'effectuer une recherche où j'ai besoin à un moment donné de faire des visualisations, de statistiques, des graphiques sur certains résultats que j'obtiens, et j'ai plein de tableaux avec des chiffres, et je me dis comment faire le magnifique diagramme qui va me permettre d'y voir un peu mieux. Et ben, je demande à une IA de me coder quelque chose qui lit mon Mhm. fichier, qui m'affiche ça. Je dois vérifier que le code IA, pardon, est bien conforme à mon besoin. Mhm. Je le fais une fois, deux fois, et ça marche tout le temps. Est-ce qu'à un moment donné, je vais pas me dire, bon, ben, c'est bon, ça marche. Et effectivement, là, je suis passé de l'assistance à la délégation, et il y a un risque. Et il y a un risque, et il y a une pente qui est pas la bonne, hein, à mon avis, si je dois être précis, qui est pas la bonne. Mais c'est vraiment une question d'actualité qui est compliquée, c'est-à-dire que, alors moi, j'utilise beaucoup l'IA pour générer du code, des petits codes de visualisation de données, d'affichage de résultats, etc. Et je dois vérifier, je vérifie, et actuellement, le code est vraiment pas mal fait, mais ça devient de plus en plus difficile parce que j'ai envie d'afficher autre chose, de voir quelque chose de plus complet. Et pourtant, je lis du code, c'est mon métier, mais le code qui est fourni commence à être compliqué, commence à être complexe, et j'ai du mal à vérifier. Et il y a un glissement. Qu'est-ce que je fais? J'arrête l'IA, je continue, et je perds un petit peu cette... Voilà, donc ça, c'est des questions que je pense que tout chercheur doit se poser. Moi, aujourd'hui, j'ai plutôt envie de reculer, de me dire, oh là là, je perds un peu le contrôle, donc rester sur des trucs que je sais faire. Au moins, je sais ce que je dis. Vous avez entièrement raison, en tout cas. C'est là où il y a une petite frontière qui commence à être un peu floue. Faut peut-être se méfier de ce qui est trop beau finalement. C'est trop facile. J'ai vu une question de Julien Tourneville dans le chat. On ne parle que d'IA générative, point d'interrogation. Si oui, est-ce qu'on peut préciser desquelles on parle? Il me semble qu'il y a peut-être des distinctions à faire, ne serait-ce qu'au sujet des données.
Peut-être que c'est bien, effectivement, pardon, de ne pas avoir Oui, été oui. plus loin. Ouais, en préambule, oui, ça. Alors, quand on parle d'IA aujourd'hui dans ce genre d'événement, essentiellement et à 100%, on va parler d'IA générative type ChatGPT, etc. Et même des gros modèles qu'on voit sur le marché. Et vous avez entièrement raison de rappeler qu'il y a quand même des différences majeures au niveau de la sécurité des données, notamment au niveau des entraînements qui ont été faits. Voilà. Et là, on va pas, je pense qu'on va pas rentrer dans le détail de ces modèles. Malheureusement, voilà. Le but n'est pas d'expliquer que ce modèle permet ceci, que l'autre ne peut pas. Mhm. L'idée est de rester, je pense, au niveau Assez large. oui, on va faire des généralités peut-être sur certains points, mais ces généralités sont quand même importantes. Là, notamment, cette discussion entre assistance et délégation, je pense que quel que soit le LLM, on se la pose. On a le droit de se la poser et il faut se la poser. Sachant que la difficulté, en plus, c'est que j'imagine que chacun en est à un niveau différent sur l'utilisation, la connaissance de l'IA. Donc là, effectivement, on essaye d'être assez exhaustif, mais ça se joue dans la vie en général, hein. Chacun en a une utilisation très différente, en tout cas pour l'instant. Donc je vais revenir au sujet dont on était en train de parler sur les limites de l'IA. Dans les limites, en fait, il y a des mots qui reviennent tout le temps en ce qui concerne l'utilisation de l'IA dans la recherche: éthique, probité, responsabilité. Ces trois mots, ça résume tout finalement sur les warnings, les limites à ne pas dépasser. Euh, oui, on peut dire ça. Il faut voir ce que l'on va mettre derrière. La probité du chercheur, c'est c'est la transparence déjà dans l'usage de l'IA. Être complètement au clair, d'indiquer quand est-ce que et pour quelle étape de sa recherche on a utilisé l'IA. C'est un élément essentiel de la crédibilité scientifique. Donc ça, c'est le premier point qui me semble important. Alors après, si on commence sur les questions de responsabilité, là, on va quand même, on va dérouler pas mal de choses. La responsabilité, alors de ce que moi je peux voir hein, dans ma recherche, la responsabilité dans la recherche, c'est la responsabilité vis-à-vis des données qu'on manipule. Et là, il y a plusieurs niveaux de problèmes potentiels. D'abord, on peut être amené à exploiter des données qui sont protégées par des droits de propriété intellectuelle. Est-ce que c'est possible ou pas possible de le faire? Donc ça, c'est premier point. Donc là, la réponse est assez facile à ce niveau-là, puisque justement, il y a des dérogations pour la recherche scientifique, notamment la recherche publique, qui est de dire que les chercheurs sont en droit d'aller faire de la fouille de données, on dit, dans, euh, ils vont faire oui, de la fouille de données sans avoir besoin des autorisations des titulaires des droits. Ça, c'est donc une première chose, un problème de responsabilité qu'on va évacuer. Ensuite, en termes de responsabilité, il y a également les données qui sont des données personnelles et que l'on va utiliser sans les anonymiser ou que l'on va réexploiter. Et là, par contre, c'est plus problématique. C'est le RGPD qui réagit et qui, lui, ne met pas de dérogation pour la recherche. Donc, les données qui sont des données protégées au titre des données personnelles restent protégées et peuvent engager la responsabilité des chercheurs qui les utiliserait, on va dire, sans les avoir anonymisés principalement. Donc là, c'est des questions de responsabilité directe. Euh, Ensuite, autre problématique, je reste toujours sur la responsabilité. Lorsque l'on utilise on parlait des IA génératives, on a dit qu'on restait là-dessus, et que l'on utilise des IA qui sont des IA grand public, et euh, dans lesquels on va mettre des documents pour les traduire ou pour en faire des synthèses. Ce sont des documents qui peuvent être protégés, qui peuvent être des documents confidentiels, qui peuvent comporter là encore des données sensibles, qui peuvent être protégés par le droit d'auteur. Et là, par contre, là, on commet un acte qui engage la responsabilité, parce qu'on ne peut pas mettre dans des systèmes grand public des données qui sont protégées.
Donc ça fait partie des usages qui doivent être précautionneux, ne pas utiliser les IA grand public pour traduire ou pour résumer des documents sur lesquels on n'a pas les droits. Euh, voilà sur la responsabilité directe, ce à quoi je pense. Euh, Xavier, vous Oui, vouliez peut-être pour compléter un peu, il y a les enjeux environnementaux aussi. Voilà, il y a ça à rajouter. Oui, enfin, il y a. Bah, après, oui, l'éthique, la probité, la responsabilité sont quand même les points oui, enfin, les points les plus. Enfin, je ne sais pas s'il faut faire une échelle de points, Hmm. mais pas les points importants. C'est vrai qu'on avait dit qu'on parlerait de la question écologique. Bon, on avait déjà beaucoup de questions à aborder. Donc là, je vais Même pas si on n'a pas le temps d'en parler, il faut à un moment mais je donné le pense qu'on pourrait déjà, mentionner. on pourrait Voilà. passer une heure entière sur la Oui, question exactement, écologique. exactement. Oui, Mais c'est bien de le citer quand même, pour dire que, voilà. évidemment, on y a pensé. Euh, euh, Autre question, est-ce que le mérite d'une recherche effectuée en partie par l'IA revient à l'humain qui a fait cette recherche? J'ai envie de dire ça dépend. Non, mais oui. Enfin, aujourd'hui, ce qu'on voit, hein, c'est quand même, même quand c'est fait par l'IA. Donc, j'ai en tête des travaux en mathématiques notamment où on pose un problème mathématique et on demande à l'IA de trouver la solution, de se casser la tête et de revenir quand elle a terminé. Maintenant, on a des IA qui peuvent boucler, 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 boucler. Et l'IA revient avec une solution. Mais cette solution, derrière, il y a des mathématiciens illustres dans là, qui ont vérifié, qui ont dit oui, c'est vrai, c'est une bonne. Bon, mis à part ces exemples-là, où on pourrait se poser la question, il y a quand même aujourd'hui l'utilisation de l'IA, c'est quand même avant tout comme un assistant. C'est-à-dire qu'il y a une partie des choses qui est faite par l'IA. Donc oui, aujourd'hui, en tout cas, on en est là. Demain, je ne sais pas, je ne sais pas me prononcer. Pour moi, en tout cas, l'impression que j'ai, c'est que ça reste dans le domaine de l'assistant. Ça doit rester dans le domaine de l'assistant. Mais par exemple, l'exemple de tout à l'heure du chercheur qui disait qu'en une nuit, il avait pu faire ce qu'il aurait mis 45 mois à faire. Donc, c'est super, mais effectivement, enfin bon, je sais pas, est-ce qu'un chercheur doit forcément cravacher pendant 45 mois pour avoir du mérite ou est-ce qu'une nuit d'IA suffit? Voilà, là, c'est vraiment une question à laquelle je n'ai aucun avis, sur laquelle je n'ai aucun avis. Ouais, Donc, je sais pas s'il n'était pas un peu trop enthousiaste, c'est-à-dire 45 mois versus une heure, quoi. Enfin, voilà, quoi. Il y a des tâches qui prennent du temps. Aujourd'hui, on a l'impression que ça prend un peu moins de temps. Mais encore une fois, faut pas le voir uniquement comme un outil de production. mhm, Je pense que c'est important. Et surtout, les IA, les LLM, etc., répondent à des questions. Et on sait bien que la façon dont on pose la question, la façon dont on questionne la réponse, hein, bien souvent, on a une réponse et puis on va questionner la réponse euh, voilà, va influencer énormément les résultats. Donc, il y a un rôle hein, quand même mhm. important qui est joué par l'usager, hein, celui qui va utiliser l'IA. Mais par contre, est-ce que sur l'appauvrissement, peut-être, et puis est-ce qu'il y a un risque d'appauvrissement, de paresse mentale, de normativité de la pensée à utiliser l'IA Oui, oui. Il y a une question dans le chat, je me suis permis de mettre un pouce vers Oui. le haut qui disait, voilà, est-ce qu'il faut préconiser? Alors attention, je ne préconise pas en tout cas, hein, quand je disais que je le fais moi pour faire des états de l'art, et puis derrière, il y a quelqu'un dans le chat qui a dit, mais est-ce que c'est une bonne idée de donner ça à nos doctorants en première année? Je suis d'accord avec cette personne. Non, je pense qu'il faut avant tout apprendre par soi-même la tâche, faire la tâche. Si faire une tâche, ça se résume à appuyer sur un bouton en demandant à Enya de le faire, eh bien, on va rien gagner en termes de connaissances. Nous, ce qu'on promeut, c'est l'apport de connaissances, que ce soit en enseignement, où on va transmettre les connaissances, en recherche, où on va chercher des nouvelles connaissances. Donc voilà, donc là, il y a un risque. On le voit, notamment auprès de nos étudiants. Il y a un risque, ils utilisent massivement l'IA. Il y a un risque corporisation des connaissances. Voilà. Leur objectif, pour certains d'entre eux, hein, c'est uniquement de répondre hein, en prenant une photo et en appuyant sur un bouton et en copiant. Il y a des situations aberrantes où vous avez des copies où la personne va écrire je n'ai pas réussi à analyser l'image. Voilà, réponse de ChatGPT en Ah oui. l'occurrence, et l'étudiant écrit ça. Là, quand on est à ce niveau je dirais, il a rien relu, quoi. C'est là, là,
là, on se rend compte que oui, il y a un risque énorme. C'est être Après, vigilant et réagir. dans une moindre mesure et sans aller aussi loin, est-ce qu'il n'y a pas un risque de paresse, enfin intellectuelle, mais pour tout le monde, hein, là on parle des étudiants, mais je pense que ça nous arrive tous un matin d'être fatigué et de se dire, bon, allez, je vais te poser la question à ChatGPT parce que j'ai pas envie de réfléchir. Mais Carrément. c'est mais notre voilà, je suis 200% d'accord avec ça. Oui, 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 oui. mais Oui, oui. après, est-ce que voilà, appliquer sur des métiers où la réflexion est quand même primordiale, voilà, à quel point est-ce que, il y a un vrai risque? Est-ce qu'il faut s'autoréguler? C'est que Je sais pas. l'autorégulation qui peut vous Ouais, sauver? je fais partie des optimistes. Voilà, il y a un risque, hein, faut pas le nier. C'est peut-être aussi une opportunité. Voilà, moi, j'utilise parfois l'IA pour faire des résumés, et les résumés me donnent envie d'aller lire le papier. Voilà. Donc, mais il y a un risque. Hein, je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de risque et tout va bien se passer. Et Oui, un oui, risque il y a raison. sur introduire des biais en perdant un peu la notion de données 100% certifiées. Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose qui, dès aujourd'hui, est palpable? Alors, oui, oui, et enfin, je pense qu'il faut vraiment, je pense on va commencer à rentrer dans le troisième Tout à parcours. fait. Il va falloir commencer à légiférer. Donc, oui, oui, il y a un risque. Si on fait rien, il y a un risque de reproductibilité. C'est important hein, dans les enseignements qu'on fait à l'université. Il y a tout un volet sur la reproductibilité de la science, de l'implémentation que l'on mène. Et s'il y a dans ces protocoles de l'IA, ça devient compliqué. Mhm. Bon, Donc, si, il faut. Voilà, on va exactement. passer à la réglementation, parce que là, je pense que effectivement, c'est le Ouais. moment d'en parler. Question de la réglementation se pose donc pour encadrer tout ça. Sophie, Alma de Lettres, on en est où? Alors voilà, vaste question, mais je suis Alors, désolée de la poser comme ça. on n'en est pas si loin que ça, et en même temps, il ne faut pas toujours s'auto-flageller parce que finalement, on est quand même la région du monde qui avons le plus légiféré sur l'IA aussi. Donc, c'est vrai que la vitesse technologique fait qu'on a l'impression que le législateur n'avance pas très vite, mais on n'est pas non plus, on n'en est pas au point zéro. Pour ce qui est des textes qui sont entrés en application, qui concernent directement l'intelligence artificielle, bon, bah, tout le monde connaît enfin, j'imagine que tout le monde a entendu parler du règlement européen sur l'intelligence artificielle qui est sorti en 2024 et qui rentre progressivement en application parce que ça passe par des lignes directrices, des codes de bonne conduite qui sont plus ou moins rapidement adoptés, etc. Donc, mais ça rentre en application. Donc, c'est un texte qui concerne l'usage de l'IA, euh, qui ne va pas concerner directement la recherche, indirectement peut-être, ou pas directement, puisque ce texte-là, il vient classifier donc les IA en fonction de leur degré de risque, en interdisant certains usages, en encadrant d'autres usages, mais il commence par dire dans son préambule que ce n'est pas pour contraindre la recherche. Donc on peut faire de la recherche même si, sur des IA dont l'usage sera ensuite interdit. Donc il n'y a pas de limitation pour la recherche, on va dire, la recherche académique. Ensuite, si cette recherche conduit à des entrées en application, c'est autre chose. Là, le texte réintervient. Mais le texte ne vient pas brider le champ de la recherche, on va dire. Voilà. Donc ça, c'est notre document principal. Ensuite, toujours qui concerne la recherche, bon, alors j'ai cité sans le citer tout à l'heure, enfin, sans donner le titre, la directive toujours européenne sur le droit d'auteur de 2019 qui, là encore, vient poser des exceptions au bénéfice des chercheurs en disant que les fouilles de textes et de données ne sont pas soumises au droit d'auteur. Enfin, Qu'est-ce que au c'est moins. exactement, en fait? Est-ce que vous pouvez nous préciser un peu plus? Parce que je pense que ça aussi, c'est une question fondamentale, justement, la question des droits d'auteur. Alors, ce que je peux préciser, c'est que lorsque l'on fait de la recherche et qu'on a besoin donc d'aller collecter des masses de données importantes, en principe, si ces données sont couvertes par le droit d'auteur ou si elles sont intégrées dans des Mm. bases de données qui sont protégées, parce que les producteurs de bases de données aussi ont des droits, eh bien, en principe, la règle, c'est qu'il faut l'autorisation, voire rémunérer les titulaires des droits. Et donc, cette directive vient poser une exception
au bénéfice donc, des chercheurs, mais sous la condition, il y a quand même une exigence, c'est que l'accès aux données soit licite. C'est-à-dire que soit les données dont on va se servir, elles ont été mises en ligne en libre accès, soit il y a eu des arrangements contractuels entre, par exemple, l'université qui a souscrit un abonnement à telle base de données pour pouvoir accéder à ces informations. Donc il y a quand même cette limite-là, on ne peut pas aller, on peut travailler sur des données, mais à condition d'avoir un accès licite. Donc ça, c'est Là, le deuxième texte. vous avez cité ces deux textes, mais c'est vrai qu'il en existe finalement beaucoup d'autres. Enfin, moi, j'ai relevé le Code de conduite européen pour l'intégrité en recherche. Il y a le Code français de la recherche. En fait, il y a beaucoup de... En Alors tout cas, ce qui attention, concerne attention. l'IA et la recherche, Oui. finalement, il y a beaucoup de textes qui abordent la question, qui l'encadrent, mais qu'est-ce qui prévaut finalement? Alors, attention de ne pas mettre sur le même plan des textes qui ne sont pas de même force normative. Oui, C'est-à-dire voilà, que c'est ça. les codes de bonne pratique ou les chartes internes aux universités, elles n'ont pas force de loi. Mhm. Code de bonne pratique, ils posent des règles éthiques qui peuvent, donc si elles ne sont pas respectées, porter atteinte à la crédibilité scientifique, mais elles n'engagent pas la responsabilité juridique de celui qui ne la respecterait pas en tant que tel. Non, mais j'imagine qu'un chercheur qui dépend d'une université se doit quand même de respecter le Oui, code. enfin, effectivement, il se doit de respecter, mais ce n'est pas au même niveau que Bien sûr. voilà, de risquer un recours en justice parce qu'on n'a pas respecté les droits D'accord. des tiers. Vous voyez, c'est pas, il faut pas mettre ça tout à fait au même plan. Donc effectivement, les institutions dans lesquelles de la recherche est réalisée, elles se sont dotées ou elles réfléchissent à se doter de chartes sur l'usage qui principalement reprennent un petit peu ce qu'on a dit hein, sur les questions éthiques, les questions de probité, les questions de transparence. Euh, Bien souvent, il y a euh, voilà, cette différence dont on a parlé aussi entre l'IA qui vient assister le chercheur et l'IA qui vient générer du contenu. Cette différence est faite et, bien souvent, il y a des grosses réserves qui sont émises par rapport à l'IA qui va servir à générer du contenu dans ces différentes chartes. Euh, mais ensuite, la question de la détection du contenu généré par l'IA, elle est aussi pas du tout évidente. Je sais- je vois à l'université, on se sert quand on a des mémoires de recherche à analyser, on va se servir d'outils comme Compilatio pour voir si le travail des étudiants est un travail personnel, pas personnel. Une fois qu'on a fait ça, c'est pas évident non plus de faire la part des choses pour dire, bon, ça peut-être été reformulé ou ça peut-être été écrit, à quel degré de probabilité. Donc, c'est très difficile derrière de véritablement faire une évaluation de cet usage qui ne serait pas autorisé de l'IA. Et tout à l'heure, pardon, je vous ai coupé, mais vous aviez cité donc l'IA Act de 2024. Vous avez cité donc cette directive européenne qui aborde la question de droit d'auteur. Est-ce qu'il y a d'autres textes comme ça de référence qui vous Donc, qui viennent peuvent directement, euh, qui peuvent directement impacter la recherche scientifique, non, pas véritablement. Non. Hmm. Donc, un chercheur qui se poserait des questions sur l'encadrement légal, ces deux textes déjà permettent d'avoir un certain nombre de réponses à ces questions-là. Oui, mais Oui, enfin, mais non. voilà, comme je le disais, la recherche n'est pas directement visée. On a même plutôt tendance à considérer, pour des questions évidentes, de ne pas brider, freiner l'innovation en Europe. On a tendance à mettre de côté des garde-fous, on va dire, le champ scientifique. La recherche n'est pas visée, mais vous aviez bien dit que dans l'IA Act, il est écrit qu'il n'est pas interdit de faire de la recherche sur des projets dont la mise en œuvre va être interdite. Et il y a quand même une sensation de flou autour de la législation, autour de l'IA. Est-ce que c'est juste une sensation ou est-ce que
c'est une réalité, c'est une zone grise en fait qui peut faire on s'y perd. Alors, c'est, oui, on peut dire ça comme ça. On pourrait dire qu'on pourrait considérer que euh, dans les domaines dans lesquels on considère que l'usage de l'IA sera véritablement problématique, eh bien, on pourrait dire, ben, on ne va pas chercher, on va ne pas chercher là-dedans, comme on a pu, par exemple, le faire pour le clonage humain. Une fois qu'on a dit que le clonage humain était interdit, ben, on ne va pas faire de la recherche sur le clonage humain. On pourrait aussi considérer ça de cette façon, mais ce serait peut-être un peu trop binaire, justement, parce que la recherche en IA, elle est tellement vaste qu'il y a pas des champs étroits. C'est une recherche large qui peut aboutir sur des usages après problématiques ou aboutir sur toute autre chose. Donc c'est pour ça que le législateur, dans sa prudence, n'a pas interdit des champs de recherche. Ok. Et vous l'avez abordé rapidement au tout début, dans l'introduction de cette partie, en disant que l'IA évolue beaucoup plus vite que les textes juridiques. Donc, est-ce qu'il est vraiment possible d'avoir une réglementation adaptée à une situation à l'instant T? Parce que... Alors, euh, au tout début, quand j'ai commencé à travailler sur les questions numériques, il y avait un grand fantasme de dire que c'était le droit de l'Internet échappé au droit, que c'était un autre monde que le droit et que les règles de droit ne s'y appliquaient pas. Donc c'était un espace sans droit. Et on pourrait dire la même chose ici, de dire est-ce que finalement l'intelligence artificielle peut échapper au droit parce qu'elle va trop vite et que le droit ne peut pas suivre. En fait, au final, si on n'a pas de réglementation dédiée, ça nous force à rester sur des grands principes qui ne sont pas grands principes juridiques, qui ne sont pas toujours strictement adaptés, mais qui ont peut-être là quand même la souplesse suffisante bah, pour être réinterprétés pour les situations qu'on a. Parce que plus on va légiférer de manière précise, plus on va avoir des risques de passer à côté finalement des Mhm. évolutions de demain. Donc pour moi, le fait de rester sur des grands principes de responsabilité, ça peut permettre, on va dire, faute d'une évolution que l'on pourrait prédire, on va dire, ça peut être le choix qu'on risque de garder. C'est toute la beauté du droit qui laisse la place tout en encadrant finalement. Xavier, vous avez été nommé donc vice-président de l'université en charge de l'intelligence artificielle cette année. La création de ce poste, ça prouve bien que bah, c'était nécessaire finalement d'avoir quelqu'un qui encadre tout ça. Oui, oui. Alors, il y a plusieurs universités en France, hein, qui commencent à nommer des vice-présidences dans ce domaine. C'est un choix que le président de l'université de Bordeaux, Lewis, a fait. Et puis, ben, j'ai eu l'honneur de pouvoir prendre ce poste. C'est un besoin des collègues, hein. Lorsqu'on a commencé à discuter, l'IA est un sujet qui est venu et poser un cadre. Voilà, donc la plupart des collègues voulaient que la présidence explique un peu la direction, le cadre des usages, que cela soit en recherche, en enseignement et même au niveau de toutes nos activités. Donc concrètement, Donc je rejoins vous travaillez comment concrètement? Enfin, quel était votre ma rôle? première mission, ça a été ça, c'est d'écouter tous les collègues et d'essayer de bien comprendre qu'est-ce qu'ils entendaient par cadre. Et je rejoins entièrement ce qu'a dit Sophie, c'est-à-dire que on regarde les textes de loi et on se rend compte qu'au niveau de l'université, il faut fournir un document qui décrit un peu les grands principes des usages en IA et qui explique un peu la politique de l'université en disant ce qu'elle veut mettre en avant. On se rend compte il y a un cadre à donner au niveau de la recherche, enfin, vérifier ce qu'on fait, ne pas simplement cliquer, voilà. Aussi en enseignement, grosse, de gros sujets sur expliquer à nos étudiants le devoir d'étudiants qu'ils ont, hein, c'est-à-dire que c'est Mhm. uniquement des proxys d'IA. Voilà, donc concrètement, c'est ça. Moi, je travaille sur une charte depuis 2 mois. Elle est en cours de discussion actuellement à l'université. On a un planning, on espère qu'elle devrait sortir
incessamment sous peu. Voilà, il y a un temps aussi nécessaire à la réflexion, pour poser des termes. Et c'est d'écrire des grands principes d'usage, pour retrouver la sécurité, pour retrouver la transparence, la responsabilité, l'éthique, les enjeux environnementaux, etc. Donc D'ailleurs, c'est ça. Oui. cet incessamment sous peu, il est un peu frustrant, j'imagine, pour plein de gens qui sont aujourd'hui à ce webinaire. Oui, oui, oui. Mais après, c'est dans le calendrier. C'est incessamment sous peu, c'est d'ici quelques mois, hein. Là, on cible septembre-octobre. Faut pas, j'ai appris qu'il faut pas donner de date. Non, c'est bien. Donc, voilà. Comme dans le Euh, droit, il ne faut pas être trop précis parce que comme ça, au moins, ça laisse et- la exactement. Mais il y a un part besoin. Il y a un besoin de cadrer. Il y a déjà des dérives qui sont constatées. comme. Oh, c'est essentiellement, voilà, des gens qui utilisent l'IA pour générer automatiquement des choses et puis qui Mhm. relisent rien et qui envoient. Donc, et derrière, on peut avoir des risques de propriété intellectuelle, etc. Donc, il y a des dérives. Je ne pense pas qu'elles aient été sanctionnées, mais elles sont observées, elles agacent. Mhm. Euh, on a envie d'être un peu exemplaire. Voilà, donc il faut une ligne claire, des grands principes établis, et puis savoir exactement ce qu'on veut faire. Voilà. Dans un monde qui bouge vite, où il n'y a pas beaucoup de certitudes aussi, hein. Donc ça, c'est compliqué aussi. On ne sait pas bien. Voilà, donc il faut être un peu humble aussi, hein. Donc, voilà, avec une direction, voilà, c'est là, ce sont des outils que nous pouvons utiliser. Maintenant, la question, c'est comment les utiliser en toute intelligence et dans le respect de nos missions et de Mais nos est-ce que c'est valeurs, hein. possible de faire une charte pour des disciplines qui sont extrêmement différentes et qui, Sophie le disait tout à l'heure, finalement, dans le domaine du droit, bon, pour l'instant, l'intelligence artificielle n'est pas très présente, mais il y a d'autres disciplines où c'est totalement l'inverse. Donc, est-ce que c'est... comment on peut trouver le juste milieu, l'équilibre entre tout ça? Parce que les principes sont universaux, en fait. Oui. Voilà. Donc, vraiment, hein, sur la transparence, hein, notamment, hein, nous, on va dire que on ne veut pas cacher l'utilisation de l'IA. Alors maintenant, c'est compliqué parce que parfois, vous utilisez un outil et vous ne savez même pas que derrière, il y a de l'IA. Vous utilisez un outil de rédaction, on vous propose deux, trois mots. Faites pas attention, on est tellement habitué maintenant, lorsqu'on rédige un simple message avec son téléphone, on a forcément une complétion. Bon, bah, c'est de l'IA. Donc parfois on ne fait pas attention qu'il y a de l'IA qui est derrière. Peut-être que demain, vous allez faire une image, vous allez la sauver et il y aura un filtre qui va la rendre un peu plus jolie et ça sera de l'IA. Donc c'est compliqué de pouvoir dire non, c'est sûr, de manière transparente, je n'ai pas utilisé d'IA. Néanmoins, on peut écrire un principe en disant voilà, de ne pas masquer. Euh, Ce qui veut dire que on ne plébiscite pas, voire même on aimerait que tous les membres de notre université, si un jour ils utilisent l'IA, qu'ils disent j'ai utilisé l'IA pour faire ça, et voilà comment je l'ai utilisé. Ça reste des grands principes, et finalement ils sont universaux, les disciplines s'y retrouvent. Dans les Et puis, questions il que faut je vois dans garder, la conversation, il y a notamment... Pardon, Sophie, je vous ai oui, coupé. Allez-y. j'allais dire, il faut garder à l'esprit que le chercheur garde toujours la responsabilité des résultats de sa recherche. Il ne peut pas se cacher derrière l'IA qui lui aurait fourni des mauvaises données ou derrière un Oui. concepteur de l'IA qui aurait malencontreusement inclus des biais dans son algorithme. Le chercheur est toujours juridiquement responsable de ses résultats. Donc, on peut mettre des chartes, etc., pour dire comment l'institution entend que ces chercheurs se comportent, mais au final, la responsabilité, c'est le chercheur qui l'assume, hein, de sa recherche. Dans les questions que je vois qui sont dans le chat, il y en a, sait-on déjà que les disciplines universitaires vont être davantage mises en danger par les usages de l'IA? C'est une illusion de penser que les sciences humaines seront moins impactées. C'est une question super simple à répondre. Merci pour l'avoir posée. Non, non, on ne sait pas. On peut voir par contre, c'est qu'il y a des disciplines où l'IA est très présente. Euh, je vois sur tout ce qui est analyse d'image. Voilà, l'analyse d'image, maintenant, c'est quand même, les IA fonctionnent très très bien, hein, chercher des éléments d'image. Donc, c'est parti peut-être d'abord de l'informatique, et puis en santé, ils ont beaucoup utilisé ça, hein, notamment sur les images des IRM, des scanners, ce genre de choses, quoi. Donc là, il y a quand même des champs disciplinaires où on voit forte, un fort impact de l'IA.
De là à dire que ces champs disciplinaires vont disparaître, je ne sais pas. Je vois qu'il y a une autre question, c'est champ disciplinaire, c'est l'écriture de code. Je sais pas, si vous suivez les news comme moi, il y a le vibe coding là, donc là c'est demander à l'IA de coder à votre place et vous pouvez poser la question si cette discipline existera encore demain. Bon, quand je vois encore les domaines de recherche qui existent là-dedans, je me dis oui, il y a encore des travaux, il y a encore vraiment des sujets de recherche à mener là-dedans. Maintenant, voilà, j'ai pas de longue vue, je sais pas ce qui va se passer dans 15 ans, ça va tellement vite. Je suis intimement convaincu, mais c'est une conviction personnelle, et je n'ai pas de propos pour étayer cela, que on aura encore besoin de développeurs demain et qu'il faut encore former des développeurs. Et puis, je prends le risque, dans 2, 3 ans, d'être cité, voilà, le mauvais visionnaire, finalement. Mais ce que je vois aujourd'hui, c'est que quand on utilise ces techniques vraiment sur du long terme, à un moment donné, ça coince. Voilà. Est-ce que ça coincera? Est-ce que vraiment ça coince et qu'il y a qui est derrière? Ou est-ce que ça coince parce que c'est un petit problème de maturité? Je ne peux pas dire aujourd'hui. Mais ce qu'on voit par contre, c'est que voilà, la complexité, ça coince, la créativité, ça coince. Il y a certains sujets comme ça où on se rend compte que c'est pas voilà, si simple et que au-delà de l'effet démo, derrière, quand on met vraiment en route, tant mieux. L'imagination reste quelque chose de très humain, finalement. Ouais, la créativité, ouais. Ouais, la Intéressant. créativité. Oui, 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 oui. Oui, enfin, si c'est faire semblant, enfin, à la machin, générer une image à la bidule ou un poème, Mm. il s'en sort très bien. Euh, à la machin, il a fait comment pour créer ça, je pense qu'on n'y arrive pas encore. Est-ce que c'est pas aussi une période où il faut peut-être être optimiste en disant bah, vous allez pouvoir vous recentrer sur des tâches plus essentielles et puis rappeler finalement l'essence du métier de chercheur, rappeler ce que c'est et rappeler des grands principes de base. Et voilà, est-ce que je suis trop optimiste en disant ça, en se disant bah, pour pas sombrer et pour pas avoir certaines disciplines disparaître dans la recherche, il va falloir montrer la plus-value de l'humain au milieu de tout ça. Ouais, je fais partie des optimistes. Voilà. Maintenant, être optimiste, c'est pas faire fi de tous les challenges et tous les risques qu'on a. Je pense réellement qu'il va y avoir une période de réglementation qui Mhm. va arriver parce qu'on peut pas faire tout et n'importe quoi. Je pense aussi que bah, ça va commencer à coûter, hein, donc aussi à un moment donné, on pourra se dire peut-être qu'une voilà, il y a des choses. Enfin, au niveau des développeurs, hein, ça coûte, je crois que c'est Nvidia qui a sorti ça, ça coûte plus cher en IA qu'en personne humaine, hein, donc voilà, donc je fais partie des optimistes, mais il ne faudrait pas que ce soit un optimisme aveugle. Il y a quand même des choses à regarder en face et à se poser des vraies questions d'usage. Est-ce qu'on a d'autres questions? Bonjour, j'aurais une question annexe à l'intention de Monsieur Blanc, une étudiante ou une Ouais, étudiante. j'ai un peu répondu à celle-là. Ah, voilà, Ouais, pardon, j'avais pas. ouais, j'ai un peu répondu à celle-là. Autre question. Dans le domaine de la recherche, quels sont les outils IA que vous utilisez? Non, on n'a pas de catalogue d'outils à plébisciter. Bien sûr, il faut parler de Mistral quand même, hein, Mhm. qui est plébiscité par le CNRS. Donc moi, j'utilise Mistral régulièrement. Mais après, c'est compliqué aujourd'hui de cet outil, machin. Tout dépend des choix que vous voulez faire. En tout cas, on aimerait que les outils je dirais, open source qui permettent d'asseoir notre souveraineté, qui ne soient pas trop risqués au niveau de notre sécurité. Alors, on aimerait plébisciter l'usage de ces outils. Maintenant, voilà, je ne vais pas faire de pub aujourd'hui jusqu'à un autre. C'est pas encore d'actualité. Il nous reste 5 minutes avant de finir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je crois que, en tout cas, toutes celles qui sont là ont été posées dans la conversation. Est-ce qu'il y en a d'autres? Je remonte, je crois pas. N'hésitez pas, hein. Allez-y, c'est le moment. Non, soit tout le monde s'est endormi, soit ça a été très clair, j'hésite. Bon, j'ai peut-être un dernier point dont j'ai pas Allez-y, oui, ben parlé. voilà. N'hésitez pas comme Qui ça. peut intéresser aussi certains chercheurs, c'est la question de la brevetabilité des Mhm. inventions qui sont générées avec l'aide ou par l'IA. Est-ce qu'on peut derrière déposer un brevet lorsqu'on s'est servi de l'IA
pour susciter une invention. Donc, on a parlé un petit peu tout à l'heure de dire est-ce que le mérite revient à l'inventeur finalement lorsque l'IA a servi dans la création de l'invention. Et là, on est aussi dans une zone grise du point de vue du droit des brevets, c'est-à-dire que le droit des brevets impose que l'inventeur soit une personne physique. Donc, bon, lorsqu'on utilise l'IA, comme on l'a dit, comme un outil d'assistance, il n'y a aucun problème. Lorsque l'IA a été mis en mode automatique et elle a généré des produits qui rempliraient les conditions de la brevetabilité, ben, si c'est en mode automatique, il n'y a pas de brevet. Mais après, il y a toute la zone grise dont on a parlé, où on a délégué différentes phases de l'activité de recherche à l'IA, mais quand même, on a un peu supervisé les résultats. Est-ce que le rôle du chercheur est suffisamment prépondérant pour que derrière, on puisse avoir un brevet? Donc, est-ce que là, c'est une question qui, en ce moment, reste ouverte parce que la jurisprudence est pas bien établie là-dessus. Elle exige que la contribution humaine reste significative, mais on ne sait pas ce que ça veut dire significatif dans ce contexte-là. Voilà, un Et point encore est-ce qui... que vous avez un avis peut-être sur cette question-là? Je ne sais pas si vous pouvez donner Alors, un avis ou, alors, il y a pas d'avis à avoir dans le sens où je suis d'accord avec le fait que la participation de l'inventeur personne humaine doit rester prépondérante parce que la propriété intellectuelle protège la création humaine. Et donc, on parlait de créativité, c'est l'apport, la plus-value humaine, c'est cette créativité. Lorsque un résultat de recherche est totalement automatisé, il n'y a plus de plus-value de créativité. Mais de savoir où est mis le curseur, bah, c'est pas, ça fait partie des points donc, sur lesquels il faut quand même réfléchir un petit peu de façon fine. Et pour le coup, évolutive en fonction de ce qu'on peut faire faire à un système d'IA. Xavier, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter avant de conclure? Oui, je profite depuis que j'ai pris ce poste-là, je suis émerveillé de voir toutes les initiatives qu'on voit, c'est pas très malin, mais de voir toutes les initiatives qui se passent à l'Université de Bordeaux. Je sais qu'il y en a un peu partout. Et donc, c'est bien de pouvoir mettre en cohérence ces initiatives. C'est bien d'échanger avec les uns les autres pour apprendre, pour voir un petit peu ce qui se fait. Et donc, je trouve ça génial avec ces réseaux de recherche là. J'en connais plusieurs. Je pense que c'est vraiment la chose qu'il faut se faire, pardon, se mettre en réseau, échanger, communiquer. Ça se passe très bien comme ça. Et donc, il faut continuer. Donc, merci pour ce travail, merci pour l'organisation de ce séminaire. Et puis, si jamais il y en a qui veulent poursuivre, qui sont proches, plus ou moins proches de l'Université de Bordeaux ou d'autres choses, n'hésitez pas à me contacter. Je vous présenterai tout ce qui se passe, que ce soit au niveau pédagogique, au niveau recherche. On essaye de poursuivre cette animation et c'est très bien ce qui se passe. Des réseaux de recherche, merci à cette organisation. C'est top, c'est ça qui va nous permettre de progresser ensemble. Écoutez, merci à toutes et à tous pour votre présence, vos questions. Ah, François, Xavier, je vois que vous levez la main. Non, pas du tout. Ah, c'était un au revoir. Excusez-moi. Pardon. Mais merci à toutes et à tous donc, pour votre présence. Prochain webinaire prévu le 15 septembre autour de la recherche et la prise de décision. Voilà, on l'annonce dès maintenant. Il y aura à nouveau des communications faites, mais vous pouvez dès maintenant noter la date. Merci encore et puis écoutez, à bientôt et bonne fin de journée. Merci beaucoup.